Le MAG Europe. Un nouveau numéro du MAG Europe sur Sensation. Bienvenue à tous, voici le sommaire. CETA, TAFTA, GEFTA, Mercosur, derrière ces acronymes des traités de libre-échange, des accords commerciaux entre l'Union européenne et des pays tiers, l'eurodéputé MoDem Marie-Pierre Védrenne sera notre invitée. L'énergie nucléaire en Europe, on recense 126 réacteurs dans l'Union européenne. Comment sont-ils répartis? Le nucléaire, stop ou encore? On fera le point dans notre rubrique chez nos voisins. 25 millions de tonnes de déchets en plastique sont produites chaque année en Europe. L'Union européenne agit et interdit les plastiques jetables, assiettes, couverts et pailles en plastique. C'est bientôt fini. Et tout de suite, direction notre studio des Yvelines pour retrouver Matt Finance et son invité. Le MAG Europe. La France, la Suède, la Grèce et maintenant la Pologne. Le projet Reddit sur la citoyenneté active en zone rurale touche à sa fin. Marie-Raphaël Minier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. On va déjà rappeler en quelques mots ce qu'est le projet Reddit. Le but, c'est de trouver des idées pour développer les zones rurales et les rendre plus attractives, c'est ça ? Oui, alors pas que. C'est essentiellement ça. C'est pas seulement les rendre plus attractives, c'est surtout les bonnes idées qui germent de par la population, les actions citoyennes, etc., les faire mieux connaître et peut-être inspirer d'autres personnes. Et après la Suède et la Grèce, en juin dernier, vous vous êtes rendu à Poznań, en Pologne. Tout à fait. Vous étiez accompagné du vice-président de la Maison de l'Europe des Yvelines, du journaliste de M6, également membre de votre association Franquedar, et de Tony Bastien, qui tient le cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville, dans le sud des Yvelines. Des profils très variés, mais concernés par la problématique de la ruralité. Tout à fait. Notre vice-président, Patrick Bonin, lui, était très intéressé pour nous aider dans ce projet parce que, issu du monde de la communication, son but, c'était un peu de voir comment on fonctionnait pour ensuite nous aider à développer ces bonnes pratiques, à les faire connaître une fois le projet terminé. Même problématique pour Franck Hédard, qui est journaliste de métier et en plus encore plus investi dans le projet, maintenant qu'il fait partie du conseil d'administration de la structure. Et Tony Bastien, qui a eu cette idée un peu folle de monter dans la campagne un cabaret du niveau de ceux qu'on peut voir dans Paris intramuros, et qui était tout à fait curieux et friand de voir d'autres initiatives en milieu rural. Et on va revenir, si vous le voulez bien, sur les temps forts de votre séjour en Pologne. Il y a eu notamment la visite d'un musée agricole installé dans un établissement scolaire. Oui, c'était dans une école primaire, dans un tout petit village. Dans la cour de l'école se trouvent des machines agricoles datant de différentes époques. Et ça peut paraître anodin et un peu sans intérêt au premier abord. Et en fait, on se rend compte que les enfants qui fréquentent l'école sont confrontés quotidiennement à leur quotidien, à ce qui fait la richesse de leur région et son passé aussi. Autre temps fort, la visite d'un musée en plein air sur la Pologne féodale, et plus précisément de la dynastie Piast, qui a régné sur la Pologne jusqu'en 1370. Vous avez pu y découvrir un village reconstitué notamment, et quoi d'autre ? Et bien surtout, une grosse surprise, parce qu'on pense souvent avec des clichés non fondés qu'il n'y a qu'en France qu'on sait faire le Puy du Fou, des reconstitutions médiévales. Alors certes, ça n'était pas le Puy du Fou, mais on sent un potentiel et en tout cas des gens qui ont envie de faire connaître leur histoire et de développer le tourisme dans la région. Vous avez aussi découvert un ranch polonais, alors ni chevaux ni cow-boys cette fois. C'est une ferme qui a été transformée en hôtel, restaurant, salle de réception. Ouais. Et la particularité, c'est que l'établissement se trouve en plein milieu des champs. Tout à fait, et qui a été en grande partie financé grâce au programme Leader de l'Union européenne, et qui est devenu un endroit privilégié et de luxe pour des mariages, des réceptions, des privatisations. Donc les gens n'hésitent plus à quitter les villes, alors qu'avant les grandes réceptions se faisaient plutôt à Varsovie ou à Cracovie, pour délocaliser les événements dans les zones rurales. Et enfin, vous êtes parti à la découverte de la culture polonaise. Tout à fait. Il y a une culture polonaise. Une grande culture polonaise. Il y a eu des ateliers cuisine, oui. Des dégustations de bière, des démonstrations de chants et de danses folkloriques. Tout ça pour montrer la richesse et la vitalité de cette région autour de Poznań. Tout à fait. Et une fois de plus, ce qui m'a le plus marqué, c'est des gens très curieux de nous faire découvrir leur culture. Par exemple, les ateliers cuisine, donc c'était des pierogi, donc des raviolis typiques cuits à la vapeur sur place. C'était animé par une communauté de personnes âgées. La dégustation de bière, ce n'était que des producteurs locaux qui ont monté un peu des startups à partir de rien. Et au niveau des danses et des chants traditionnels, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné,
c'est que souvent on entend par chant traditionnel des personnes âgées. Et là, en fait, c'était de jeunes danseuses et chanteuses, et on se rend compte que la volonté de faire vivre le patrimoine ne tient pas qu'aux anciens, mais aussi aux nouvelles générations. Et vous avez découvert aussi des Polonais très soucieux de la préservation de l'environnement, de la faune et de la flore. Tout à fait. Les chasseurs, par exemple, Oui. même s'ils chassent, sont très impliqués dans la protection des espèces et de la Oui. forêt. Paradoxalement, oui. Et ils sensibilisent justement jusque dans les écoles, les enfants, via des ateliers. Alors on n'imagine pas du tout ça de la part de chasseurs, des puzzles, des travaux sur les empreintes d'animaux, pour justement leur montrer la richesse et la diversité du terroir, même si ça peut paraître paradoxal que la chasse participe à la préservation du terroir, je vous l'accorde. Et vous, quelle est la visite en Pologne qui vous a le plus marqué ? Eh bien, vraiment ce ranch, parce que j'ai trouvé des gens soucieux du détail. Justement, Tony Bastian, qui travaille dans le monde du spectacle et qui est un professionnel, était le premier à reconnaître la valeur des décors et du moindre détail sur les tables, et des possibilités qu'offrait le lieu. Et à côté de ça, des gens qui ont fait revivre leur histoire, où on voit dans les éléments du décor des photos des grands-parents, du bâtiment tel qu'il était il y a 20, 30, 50 ans. Et ce mélange entre passé et futur, je pense, c'est une grande force pour montrer au grand public que dans les zones rurales, il y a un avenir et de grandes possibilités. Et parmi les autres voyages que vous avez faits avec ce projet, que ce soit la Suède ou la Grèce, qu'est-ce qui a retenu votre attention et que vous pourriez transposer dans les Yvelines ou dans d'autres zones rurales en France ? Alors, je doute que je puisse transposer une éolienne grecque qui permet de rendre autosuffisante une île en énergie dans les Yvelines, même si ça pourrait m'intéresser. Même si toutes ces initiatives ne sont pas transposables en l'état, le but de ce manuel et de ce projet, de cet échange de bonnes pratiques, c'est vraiment d'être un incubateur, de donner des idées aux gens, et même si elles ne sont pas transposables en l'état, de faire germer des possibilités et de se dire, oui, on est 400 personnes sur une île et on peut être autosuffisant. Oui, on est un lycée agricole, certes d'Île-de-France, mais on va valoriser les territoires ruraux de toute la France. On sait faire ça, c'est notre rôle. On peut être une maison de l'Europe située à Saint-Germain-en-Laye en milieu urbain et devenir un professionnel de cette problématique. Donc oui, c'est possible d'y arriver. Et pareil pour la Pologne, vous avez des idées provenant de Pologne en Île-de-France qui pourraient être appliquées ? Oui, des ateliers cuisine sur les raviolis et la bière. Et blague à part, vraiment, pas seulement la Pologne, mais ce que j'ai pu observer dans les 3 pays où nous sommes allés, c'est de travailler beaucoup plus sur l'intergénérationnel. Parce que ce soit en Suède, en Grèce ou en Pologne, on a vu des gens mener main dans la main des initiatives, tous âges confondus. Et ça, je l'observe plus rarement en France et je trouve ça dommage. Et l'objectif, c'est de créer donc un guide de bonnes pratiques. Tout à fait. Vous avez une petite idée de ce que vous allez mettre dedans, un peu, vraiment tout ce que vous avez vu ? Tout à fait. Alors, chaque pays a pour consigne, nous étions 6 pays participants, de trouver un minimum de 5 exemples qui pourraient être, en tout cas, sinon transposables, au moins qui ont le mérite d'y réfléchir. D'être une idée. Voilà, d'être une idée, merci. Après, ça n'est pas restrictif. Si, au fur et à mesure du temps, si on arrive à rendre vivant ce manuel de bonnes pratiques, on pourra y ajouter au fur et à mesure d'autres exemples. C'est quelque chose qui est amené à être modifié et à s'enrichir. Et ces idées n'ont pas forcément de contraintes par rapport au territoire. Une idée de Pologne peut être appliquée même en Suède. Tout à fait. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on puisse se servir de tout partout. Et est-ce que après ce guide, une autre proposition de ce type peut naître, que ce soit vous à travers les Yvelines, donc avec d'autres pays, Oui. comme l'Allemagne par exemple, ou encore la Belgique ou l'Espagne ? Alors l'idée, c'est de retravailler avec la plupart des partenaires de ce projet pour repartir sur 2 ans. Alors peut-être pas tout à fait sur les mêmes thématiques, mais pour voir ce que donnent les partenariats à plus long terme, parce que 2 ans, ça passe très vite. On fait 3 voyages, on se rencontre, on fait des ateliers, et puis c'est déjà le moment de boucler et de faire le bilan. Donc on a vraiment envie de voir ce qu'on peut faire à plus long terme ensemble. Et puis aussi de voir tous les autres pays, parce que finalement, dans ce guide des bonnes pratiques, en 2 ans, vous avez pu voir 3 pays seulement ? Et il nous a manqué l'Allemagne et les Pays-Bas, qu'on aimerait beaucoup visiter, justement pour des visites d'ateliers et de bonnes pratiques.
Merci Marie-Raphaël Minier d'avoir été avec nous. Je Merci le à rappelle, vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. On en vient à notre chronique chez nos voisins en partenariat avec TV78. On s'intéresse au nucléaire avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Au niveau européen, on estime qu'à peu près un quart de la production énergétique est issue d'origine nucléaire, ce qui représente à peu près 126 réacteurs. Alors après, cette répartition des 126 réacteurs se fait en fonction des pays. On constate par exemple en France que la France est le plus gros producteur avec 58 réacteurs, ce qui fait à peu près 48%, qui représente à peu près 48% de la production énergétique européenne. La France qui est suivie ensuite par le Royaume-Uni qui possède lui 15 réacteurs, la Suède qui possède 8 réacteurs, puis suivi de l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne qui possèdent aussi chacun 7 réacteurs. Certains pays ont choisi de ne pas se lancer dans la voie du nucléaire. On peut citer par exemple le cas de l'Autriche qui a déclaré l'énergie nucléaire comme étant anticonstitutionnelle. On a d'autres États comme l'Irlande qui ont abandonné des projets de construction de centrales nucléaires. Et on a certains États comme par exemple l'Italie ou la Suède qui eux ont décidé de réduire la part du nucléaire, notamment suite aux différentes catastrophes. On peut citer par exemple les catastrophes de Tchernobyl ou Fukushima. Si certains pays ne produisent pas d'énergie nucléaire, cela ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas d'énergie qui provient du nucléaire. Certains pays importent notamment de l'énergie nucléaire de la part de leurs voisins européens. On a par exemple le cas de l'Autriche qui consomme à peu près comme ça 6% d'énergie nucléaire. Certains pays ont décidé de continuer le développement de leur infrastructure nucléaire. On a par exemple le cas comme ça de la France, de la Finlande, de la Pologne et de la Roumanie qui ont décidé de construire de nouvelles centrales nucléaires. Certains pays ont décidé de continuer l'exploitation de leurs infrastructures nucléaires mais de ne pas en développer davantage. On a comme ça par exemple le cas des Pays-Bas et aussi de la Slovénie et de la Suède où dans ces cas particuliers ils ont décidé en fait d'allonger la durée de vie et d'exploitation de leur infrastructure nucléaire existante. Et on a enfin certains États qui ont décidé d'entamer une sortie en arrêtant concrètement l'utilisation et la construction de centrales nucléaires. On peut citer notamment par exemple le cas de l'Allemagne et de la Belgique, où l'Allemagne a décidé d'entamer une sortie nucléaire vers 2022 et la Belgique vers 2025. Le MAG Europe. Que fait l'Europe dans notre vie quotidienne? L'interdiction des plastiques jetables, Olivia Schmoll nous en dit plus. Coton-tige, paille, touillettes, assiettes et couverts en plastique à usage unique seront interdits dès 2021 en Europe. Le 27 mars 2019, le Parlement européen a approuvé une nouvelle législation qui interdit les produits en plastique à usage unique. Elle entrera en vigueur au plus tard en 2021. Les États membres ont en effet 2 ans pour transposer cette directive européenne dans le droit national. La France va d'ailleurs se conformer à ce calendrier. Gobelets verts et assiettes jetables seront interdits dès 2020. Les pailles, couverts et touillettes au 1er janvier 2021. Les produits plastiques jetables représentent à eux seuls 70% des déchets échoués sur les plages et dans les océans. Et les résidus plastiques se retrouvent dans les espèces marines comme les tortues, les phoques, les baleines, mais aussi dans les poissons et donc dans la chaîne alimentaire humaine. Environ 25 millions de tonnes de détritus plastiques sont produites en Europe chaque année. Un quart seulement est recyclé. Le MAG Europe. En 30 ans d'existence, près de 10 millions de jeunes ont profité du programme Erasmus+, l'occasion de se perfectionner en langue et de suivre une formation. Écoutez le témoignage de Mathis, il a 20 ans, il a fait un séjour à Berlin en Allemagne. Les propos sont recueillis par Math Finance. Moi je suis parti en Allemagne, donc dans la ville de Berlin. Donc pendant 3 mois, je suis parti début janvier, je suis revenu début avril. Et donc j'étais dans une entreprise de communication et de marketing où j'étais chargé en fait d'organiser une revue pour un journal en Suisse. Donc voilà, c'était un travail vraiment très enrichissant pour moi au niveau professionnel, parce que j'ai fait des études dans le commerce, donc là on touchait un petit peu à la branche, donc à ce que je faisais avant. Premièrement, je pense sur le point personnel, on découvre un nouvel environnement, de nouvelles choses, et professionnellement j'ai acquis pas mal de compétences que j'aurais pas pu développer spécialement dans un autre travail.
Donc voilà, ça apporte vraiment beaucoup de choses sur pas mal de points, je pense, ces mobilités. Alors mon niveau en allemand, j'ai les bases. 3 mois, ça ne permet pas de tenir une conversation et d'avoir un langage super développé. Mais on sait déjà se débrouiller dans la ville, se présenter, demander un chemin. Toutes les bases en fait qui sont nécessaires à la vie de tous les jours, on les incorpore assez vite finalement. Le MAG Europe. Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Vous êtes eurodéputée depuis le mois de mai 2019, membre du MoDem et vice-présidente de la Commission du commerce international. Nous allons donc parler ensemble des traités de libre-échange. Mais tout d'abord, avant d'en parler, qu'est-ce qu'un traité de libre-échange ? Alors, plus globalement, en fait, un traité de libre-échange, ça s'inscrit dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne. La politique commerciale de l'Union européenne, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne et je crois que c'est important de le rappeler. Ça veut dire que c'est la Commission européenne qui négocie au nom des États membres d'un mandat qui leur est donné pour arriver justement à des accords de libre-échange. Ces accords de libre-échange, ils visent effectivement à libéraliser l'ensemble de nos échanges, les marchandises, les services, beaucoup de choses. Mais il faut être véritablement vigilant dans la conclusion de ces accords et on voit que le monde a changé aussi. Cette politique commerciale, elle a évolué. Les enjeux climatiques, les enjeux des droits de l'homme sont des enjeux qu'il nous faut prendre en considération dans cette politique commerciale et dans ces accords commerciaux que l'Union européenne conclut avec ses partenaires extérieurs. Alors aujourd'hui en Europe, près d'un emploi sur 7 dépend des exportations. Donc c'est donc une nécessité de créer des accords entre l'UE et des autres pays dans le monde. L'Europe est la première puissance économique exportatrice devant les États-Unis, devant la Chine, dans de nombreux domaines comme vous les avez cités. La solution pour préserver cette position, c'est donc de conclure un maximum de traités de libre-échange pour l'Europe. Et s'il n'y avait pas tous ces traités, qu'est-ce qui se passerait ? Alors déjà, vous avez raison de rappeler que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale au monde. Et on l'oublie bien souvent. Et il ne faut jamais l'oublier parce que cette position de leader doit justement nous conférer un rôle dans l'organisation de la politique commerciale à l'échelle de l'Union européenne. Si l'Union européenne, elle multiplie ses accords bilatéraux entre elle-même et d'autres pays extérieurs à l'Union européenne, c'est parce que le cadre qu'on dit multilatéral, le cadre au sein de l'Organisation mondiale du commerce, on peut dire qu'il est un peu en train de péricliter. On le voit, et puis il y a une évolution aussi avec la position de l'administration Donald Trump, avec la Chine, donc l'Union européenne se doit de réagir. Ça protège l'Union européenne ? L'objectif, c'est de protéger l'Union européenne au travers d'accords. C'est fixer un cadre, des normes, une réglementation. Si on ne fixe pas des règles, qu'est-ce qui se passe ? Certains disent c'est le Far West. Et effectivement, ça peut être ça. Moi, je suis juriste de formation. Et si je me suis intéressée aux questions européennes, c'est parce que justement, je pense que l'Union européenne, c'est le règlement des différends par la règle de droit. Et je suis du coup très attachée à la règle de droit et à fixer un cadre commercial juste, équilibré et réciproque. Et c'est ça sur lequel on doit se battre dans la nouvelle mandature du Parlement européen. Donc, le cadre multilatéral ne fonctionnant pas, la Commission européenne, en adéquation avec le mandat qui est donné par le Conseil, négocie ces accords bilatéraux. Pour autant, je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'il y a la conclusion de ces accords, les négociations, et puis il y a la mise en œuvre. Et c'est là aussi où il faut que l'Union européenne soit plus ambitieuse dans la mise en œuvre de ces accords bilatéraux et véritablement suivre tout le process. Parce que conclure et échanger, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Et véritablement, ça, c'est important de suivre les accords parce que le monde change et le monde évolue très vite. Alors ces accords ne font pas toujours l'unanimité. L'Union européenne a récemment conclu de nouveaux traités de libre-échange, comme par exemple le CETA avec le Canada ou encore avec les pays d'Amérique du Sud, le Mercosur. Les Européens craignent souvent des conséquences sur leurs emplois, l'arrivée sur le marché de produits de moins bonne qualité ou même dangereux. Alors même si avant d'être mis en place, ces traités doivent être approuvés par les assemblées de tous les pays membres, comment est-ce qu'on peut faire pour dissiper les craintes de nos concitoyens et des citoyens européens ? Alors je crois qu'il y a déjà un gros travail de pédagogie à faire, donc je vous remercie de porter ce sujet à la connaissance de vos éditeurs et faire ce travail de pédagogie. Parce qu'on entend un peu tout et son contraire sur la politique commerciale. Donc il y a un petit peu la nécessité de casser les mythes sur ce sujet. Parce que vous l'avez dit, on a l'impression qu'on va être envahi de travailleurs de tous les pays. On l'avait vu au moment de l'élargissement déjà au sein de l'Union européenne où on allait être envahi de plombés polonais. Il y a des choses à faire sur les travailleurs détachés et à l'échelle mondiale, c'est pareil. Sur les produits, aucun pays qui ne rentre sur le marché intérieur il respecte nos normes, donc ça aussi, il faut le respecter. Mais il y a des choses à faire évoluer. Donc, il faut être très vigilant et avoir des lignes rouges. Par exemple, nous, pendant la campagne, vous l'avez dit, je suis issue du mouvement démocrate, j'étais sur la liste Renaissance, on a des lignes rouges.
Emmanuel Macron l'a fait au moment de l'ouverture du mandat de négociation entre les États-Unis et l'Union européenne. On a dit on ne signe pas d'accord avec un État qui ne respecte pas et qui ne veut pas signer, qui se désengage des accords de Paris. Ça, c'est important de le dire. Il faut refaire ce travail constant. Et donc on remet l'écologie au centre. L'écologie est au centre des questions. On l'a vu en mai dernier, il y a eu une mobilisation, notamment de la jeunesse aux dernières élections européennes. C'est aussi parce que les questions du changement climatique, elles impactent. On l'a vu, Europe Écologie Les Verts a fait un score comme jamais. Exactement, ils ont eu un score plus important. Et puis, personne ne s'y attendait d'ailleurs. Personne ne s'y attendait, mais quand même, on voit véritablement ces sujets émerger. Mais pour autant, moi, je ne veux pas opposer commerce, écologie. Je crois qu'il faut être très vigilant et toujours très prudent. C'est ni blanc ni noir. Il y a une multitude de palettes de couleurs et il faut toujours avoir en tête toutes ces multitudes de couleurs. Et il faut aussi véritablement avoir une étude, et c'est ce qui a été fait par l'Assemblée nationale dans le cadre du CETA. Je vais revenir un petit peu dessus. C'est-à-dire que juste le CETA, ça ouvre le marché, par exemple, les marchés publics canadiens aux entreprises européennes. Exactement. Donc le CETA, vous l'avez dit, c'est l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Là aussi, on a un petit peu lu et vu tout et son contraire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ces nouveaux accords, dits de nouvelle génération, vous avez un vote et des négociations pilotées par la Commission, un vote au Parlement européen, et donc on a eu une application déjà d'une partie de cet accord. Et qu'est-ce qu'a fait l'Assemblée nationale dans ce travail véritablement d'application et de suivi? Ils ont mis en place un comité d'évaluation, il y a eu un rapport du CEPI pour suivre véritablement l'impact par secteur, par filière, par région de cet accord. Donc là aussi, on craignait être envahi de bœuf sur notre marché français, c'est pas arrivé. Alors on va nous dire oui, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Non, nous aussi on se doit d'être prêts. On doit d'accompagner les entreprises, spécifiquement les PME, qui ne tirent pas encore complètement profit de ces perspectives qui sont offertes dans le cadre des marchés intérieurs. Alors l'actualité, c'est également le Brexit. Forcément, on en parle partout, la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Alors les deux parties sont en ce moment et depuis plusieurs années en pleine négociation commerciale. Alors est-ce que économiquement l'Europe pourrait se passer des Anglais et est-ce que réciproquement les Anglais pourraient se passer de l'Europe? Alors déjà, il faut dire que les Britanniques, leur situation géographique, elle ne va pas changer demain. Qu'ils sortent de l'Union européenne, ils resteront toujours nos partenaires, ils seront nos alliés et nous travaillerons toujours avec eux. La situation actuelle fait qu'ils doivent par contre se mettre d'accord en leur sein pour savoir si oui ou non ils veulent sortir, dans quelles conditions. C'est un travail qu'ils doivent mener chez eux. L'unité européenne, elle a été préservée sur ce sujet et ça je crois que c'est important de le rappeler. C'est-à-dire l'unité européenne pour dire oui le no deal, c'est pas ce qu'on souhaite non plus, mais au bout d'un moment, on ne peut pas être là et ne pas être là. Voilà, il faut trancher. Pas venir les tirer par la main. Exactement. Puis cette période d'incertitude, elle est compliquée pour les citoyens britanniques, pour les Européens, pour les entreprises, pour nos partenaires, etc. Et il y en a qui tirent bénéfice de cette incertitude. Donc il faut être clair. Et c'est vrai que là, entre guillemets, la fin de la relation, elle n'est pas encore définitive. Et donc après, quand elle le sera, il va falloir bâtir la nouvelle relation. Mais on ne peut pas commencer à totalement négocier sur la nouvelle relation tant que on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas complètement divorcé en quelque sorte. Alors avant de se quitter, on va passer au Money Time. Alors c'est une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre rapidement. Alors la première question, c'est que d'après un sondage BVA, la moitié des Français se disent insatisfaits de la qualité de l'enseignement. Alors est-ce qu'on peut mieux faire en matière d'éducation ? On peut toujours mieux faire sur tous les sujets. J'ai dit il fallait que je sois bref dans ma réponse. Donc oui, on peut mieux faire sur l'éducation, mais comme sur plein d'autres sujets. Pour autant, je pense que voilà, on a des personnes qui sont très investies et il ne faut pas stigmatiser non plus. Voilà. Alors maintenant, le mouvement MeToo est-ce qu'il a fait progresser la considération des femmes dans le monde du cinéma et même au-delà ? Là aussi, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas forcément tout blanc, tout noir. Je pense que ça met en lumière certains sujets et c'est important. Et il faut parfois de tels mouvements, de telles situations pour mettre en lumière des situations qui ne devraient pas se produire. Maintenant, quelque chose de totalement différent, c'est le salon du Made in France qui se tient ce mois-ci à la porte de Versailles à Paris. Est-ce que le Made in France, c'est un de vos critères d'achat ? Oui et non. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment... Je regarde effectivement globalement la qualité, si c'est produit près de chez moi. En plus, alors je serais encore pire que ça. Des fois, je suis un peu made in Brest. Voilà, je suis bretonne aussi. Je suis originaire du Limousin. Je suis aussi attachée à mes racines. Donc, mais je me sens européenne. Donc, identité plurielle. Et... On fait attention quand même. On fait attention quand même, évidemment. Alors, c'est l'anniversaire du PACS, Pacte civil de solidarité, 20 ans après sa création. Qu'en pensez-vous maintenant ?
Moi, je trouve que c'est très bien et qu'il faut savoir évoluer avec son temps. On voit qu'il y a des sujets qui sont portés aussi à l'heure actuelle et qu'il faut véritablement... ce qui est parfois dommage, en fait, c'est qu'il faut un cadre législatif pour faire avancer les mentalités. C'est parfois un peu dommage. Et dernière question, quel livre êtes-vous en train de lire ? Je viens de finir le livre de Gilles Boyer qui était sur la liste et qui est eurodéputé avec moi, le maître d'hôtel. Et là, je n'ai pas encore défini le prochain. Merci beaucoup Marie-Pierre Védrenne d'avoir été avec nous sur Sensation. Je vous emmène à présent à la découverte des pays de l'Union européenne. 3 bonnes raisons de découvrir l'Espagne avec Stéphane Renard, rédacteur en chef du site de Bon Plan Voyage Travelzoo. Viva España! Viva España, effectivement, quand on part en Espagne, c'est un peu pour faire la fête. Et une ville pour faire la fête, c'est pas que Barcelone. Donc je vous amène aujourd'hui à San Sébastien. San Sébastien, une petite ville du Pays Basque espagnol. On n'est pas très loin de Saint-Jean-de-Luz, pas très loin de Biarritz. Donc ça vaut le coup de franchir la frontière et vous vous retrouvez dans une ambiance complètement décalée dans le royaume des pinchos. Alors qu'est-ce que c'est les pinchos? En fait, ce sont des tapas, mais en portions un peu plus petites. Donc on peut se régaler de pinchos toute la soirée en enchaînant un peu les spécialités, fruits de mer, charcuterie bien sûr, jambon espagnol, etc. Et les pinchos, ça s'accompagne toujours soit d'une petite sangria, soit d'un soft bien sûr, d'un jus de fruits, ou d'une caña, donc une petite bière bien fraîche. Donc San Sébastien, c'est une vraie ville pour faire la fête, on s'y plaît beaucoup et on y va jusqu'au bout de la nuit. Un personnage totalement emblématique de l'Espagne, je pense à qui? À Don Quichotte. Don Quichotte, en fait, nous amène sur les chemins des moulins de la Mancha et je vous y invite. C'est une très très belle découverte que vous pouvez faire à pied. Vous pouvez faire à dos d'âne, c'est d'ailleurs effectivement une balade très sympathique, d'aller observer tous ces moulins dans la Mancha, une région qui n'a pas d'autre vraiment beauté à nous montrer que ces moulins qui dominent ces collines et ces espaces à perte de vue. Faites votre Don Quichotte et allez vous battre contre les moulins pour passer de bonnes vacances en Espagne. La troisième bonne raison de partir en Espagne, c'est un peu plus pour les sportifs cette fois-ci. Donc équipez-vous de grosses chaussures de randonnée, un petit short, des t-shirts vraiment bien adaptés à l'effort. Et je vous amène au Caminito del Rey, le chemin du roi. Alors qu'est-ce que c'est le chemin du roi? C'est avant tout un chemin de rando extrêmement réputé qui est très difficile d'accès. Donc c'est vraiment pour les randonneurs les plus expérimentés. Vous êtes là, vraiment en équilibre, on va dire, sur la montagne, en observant des gorges extrêmement profondes et impressionnantes. Le Caminito del Rey, ce sont pour les grands sportifs, on va dire, et pour les randonneurs qui aiment un petit peu les émotions fortes. Le Mag Europe. Le Mag Europe, c'est terminé. Merci aux équipes du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée. Le Mag Europe sur Sensation.